Le crime contre l'humanité, pour entrer d'emblée dans le vif du sujet, c'est une notion qui est réversible. En fait, ce qui est pris pour crime contre l'humanité peut très bien s'appliquer à des situations que l'on qualifie d'habitude de lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire il y a c'est comme deux faces de la même médaille. D'un côté, c'est le crime contre l'humanité, de l'autre côté, c'est la lutte contre le terrorisme. Il suffit de regarder la définition du crime contre l'humanité, qui est assez large, et avec des concepts assez vagues. La persécution des populations civiles, par exemple, c'est considéré comme du crime contre l'humanité. Les actes inhumains, les assassinats sont considérés ça peut être considéré comme crime contre l'humanité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, vous pouvez être conduit à, pour prendre l'exemple minimum, à restreindre la liberté de circuler, la liberté d'aller et venir, en établissant au moins des contrôles. C'est-à-dire la population est soumise à des barrages, à des contrôles d'identité, à des fouilles. À un stade plus élevé, la population, dans le cadre d'une lutte contre le terrorisme, elle peut être conduite elle peut être déplacée. Il peut y avoir un déplacement de population pour la protection de la population. Mais les mêmes actes, le même phénomène de lutte contre le terrorisme, vu depuis la notion de crime contre l'humanité, est parfaitement appréhendable de la même façon. La déportation, c'est un crime contre l'humanité. Et en l'occurrence du cas de Yougoslave, il s'agissait de représailles en cas justement d'activité terroriste. La doctrine la plus ancienne et la plus classique, qui vient quasiment d'un autre monde, consiste à exercer des représailles. Lorsque l'ennemi ne se soumet pas aux lois et coutumes de la guerre, il prend le risque d'être l'objet de représailles. Voilà. Et donc, le crime contre l'humanité est une notion qui participe d'un système d'un système de droit international qui va à l'encontre de l'ancien système classique dans lequel vous aviez des armées qui s'affrontaient de manière claire, des armées en uniforme, et dans le cadre de ces guerres à l'ancienne, effectivement, les partisans étaient soumis à des mesures extrêmes. Enfin, un franc-tireur peut être fusillé, et dans le cadre de la lutte contre les francs-tireurs, l'armée d'occupation peut se permettre toute une série de choses, parmi lesquelles, normalement, les représailles. Donc on est dans une situation de renversement du droit, et on veut nous imposer un système qui repose sur des catégories extrêmement ambiguës. Crime contre l'humanité ou lutte contre le terrorisme, certains ont coutume de dire c'est 2 poids, 2 mesures en fonction de l'ennemi, et puis ça dépend, c'est soumis aux critères du bien et du mal. C'est-à-dire, si vous êtes du côté du bien, vous pouvez, dans la lutte contre le terrorisme, tout vous permettre, et si vous êtes du côté du mal, très vite, à la limite, au moindre contrôle d'identité exercé sur la population qui est supposée résistante, vous rendez coupable de crime contre l'humanité. Donc moi, en soi, le crime contre l'humanité, c'est une catégorie juridique qui appartient à un système politique, idéologique, que je trouve condamnable et dont il faut faire l'effort de comprendre l'origine et les rouages pour le combattre. Parce que
Je pense que ce n'est pas ce système qui nous conduit vers le mieux. Alors, à quel moment apparaît cette notion? Et aussi, justement, cette notion d'humanité. Qu'est-ce qu'on entend vraiment précisément par un crime contre l'humanité? Est-ce que c'est un concept philosophique ou est-ce que c'est un crime envers l'ensemble de tous les humains, donc d'une fraction de cette humanité? Voilà, comment est-ce que ça s'articule? Bon, il y a plusieurs pistes sur cette notion, effectivement, d'humanité. Non, je pense que c'est une référence tout simplement à l'acte inhumain, à l'inhumanité. Hein. Et donc un crime contre l'humanité, ça signifie que celui qui le commet sort du rang des humains et se comporte comme un non-humain, comme un inhumain, c'est-à-dire comme un animal ou comme un monstre. C'est à ça que ça fait référence. Et, donc il peut être traité lui-même comme un monstre alors? C'est-à-dire qu'on a tendance, pour revenir à ce que je disais à l'instant, à accuser facilement de crime contre l'humanité celui qu'au préalable, on a mis au banc de l'humanité. C'est ça le problème. C'est-à-dire tant que vous êtes considéré encore comme un homme, on dira que vous luttez contre le terrorisme. Mais du jour où vous êtes au banc de l'humanité, alors vous serez très vite accusé de crime contre l'humanité. Alors un exemple concret, par exemple en Syrie, on a donc des gens que l'Occident a définis comme des rebelles, des résistants pendant toute une séquence qui a duré plusieurs années. Ces gens-là, du côté du pouvoir syrien, étaient vus clairement comme des terroristes et des envahisseurs. Maintenant, on se rend compte que ces mêmes réseaux nous frappent en Occident. Voilà, on est toujours sur... Mais c'est très révélateur parce que dès 2011, et encore jusqu'à aujourd'hui encore, hein, voyez, on considère ce que l'on appelle, ce que l'on désigne par le terme le régime de Bachar el-Assad comme étant coupable de crimes contre l'humanité, et Bachar el-Assad lui-même comme étant coupable de crimes contre l'humanité. Et il faut observer que cette accusation de crimes contre l'humanité est toujours couplée avec un soutien au terrorisme. C'est-à-dire qu'en Syrie, c'est un secret pour personne, c'est même revendiqué par la France, on a soutenu les terroristes, qu'on appelle des rebelles modérés. Mais on les a armés, on les a encouragés, on les a soutenus, il y a eu toute une propagande internationale pour défendre la révolte. Et lorsque vous condamnez la police et l'armée d'un État comme coupables de crimes contre l'humanité, c'est forcément que vous soutenez ceux que vous appelez des résistants. Donc ça, c'est un point important. Qui dit crime contre l'humanité dit résistant. Et alors que qui dit terroriste dit lutte contre le terrorisme. Et ce qui est intéressant avec le cas syrien, c'est qu'on a parlé de résistance, mais dans la mesure où certains des membres des réseaux syriens et irakiens commettent des actes en Europe, là, on parle de terrorisme et on parle de lutte contre le terrorisme. Alors, bon, moi je crois que ce qu'il faut dénoncer et critiquer, il faut sortir de... Il y a une sorte d'engrenage et de cercle infernal dont il faut sortir et qu'il faut dénoncer comme tel. Parce qu'il est dangereux, il est très dangereux d'entrer dans le cycle des accusations de crimes contre l'humanité et des accusations de terrorisme. Et ce n'est pas grand-chose de dire que tout dépend du bien et du mal, de la façon dont si on prend l'adversaire comme étant pour Dieu ou pour le diable. Et ce n'est pas une question de deux poids, deux mesures. C'est l'ensemble du système qui est critiquable. Mais il forme un tout. Hein. Encore une fois, soit vous donnez la légitimité au terroriste et vous l'appelez un résistant, et toute entreprise de défense de la population contre ce résistant ou de défense de l'occupant contre ce résistant sera qualifiée de crime contre l'humanité et passible des tribunaux internationaux. Ça, c'est la première option. Soit vous
vous condamnez ce qui peut d'ailleurs être parfaitement une résistance de la population à un occupant, hein. Vous le condamnez et vous soutenez l'État qui lutte contre le terrorisme, avec la même énergie morale. Dans les deux cas, il y a un appel à la morale. Donc, ce qu'il faut rejeter en bloc, c'est cet engrenage. C'est ça qui est compliqué à faire. Mais déjà, d'arriver à comprendre le piège dans lequel on est, c'est déjà quelque chose. Mais il est certain que bien de nos contemporains, en France, sont très loin d'entrer dans une condamnation de tout terrorisme. C'est ça qui est important, c'est que l'année même où les Français, enfin je crois que c'est le président Hollande qui condamne et rentre dans une lutte contre le terrorisme, au même moment, avec des lois, etc., qui condamnent clairement le terrorisme, au même moment on fait rentrer au Panthéon des résistants français de la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas prêt à condamner le terrorisme en tant que tel. Hein. Et pour moi, c'est une position quel est le grand perdant de positions pareilles on pourrait analyser ça comme des positions qui sont susceptibles de nous rendre tous schizophrènes. En réalité, le grand perdant, c'est le droit. Et c'est l'ordre. Parce que pour qu'il y ait un ordre et du droit, il faut que les choses soient claires. Il faut que la désignation soit claire. L'ancien ordre international était clair. Vous aviez un État contre un État, ils étaient ennemis sans pour autant se placer justement l'un et l'autre au banc de l'humanité. Et il était clair que les populations ne devaient pas se mêler des hostilités, ne devaient pas se soulever contre les militaires. Et par ailleurs, lorsqu'il y avait des désordres et des troubles, chacun à l'intérieur de ses frontières était responsable du rétablissement de l'ordre. Et ce qui était interdit, c'était l'ingérence, consistant à venir critiquer la façon dont l'ordre était rétabli ou pousser au rétablissement. Avec ce seuil, ce moment de basculement de la reconnaissance des insurgés, qui pouvait émaner d'un État tiers, ou de l'État en lutte avec une insurrection interne. Et c'était une sorte de moment de transformation, on pourrait dire, chimico-politique, où émergeait un nouvel État. De même que pouvait disparaître un État. Mais tout était dirigé, tout était orienté contre le désordre, contre le chaos. Pourquoi ? Parce que qui pâtit du chaos ? Eh bien, les civils, c'est-à-dire en fait les femmes, les enfants, les vieillards, on pourrait même dire le commerce, hein. La vie civile, tout était fait pour protéger la vie civile. D'ailleurs, ça me donne l'occasion d'ajouter une chose, c'est ce que disait Carl Schmitt, enfin c'est lié aux idées de cet ordre, ce système international, il n'est pas médiéval, il a été mis en place pour sortir des guerres religieuses en Europe. Donc Schmitt insistait beaucoup sur une chose, bon, l'État remonte à Sumer, mais le système international, fruit de l'effort donc séculaire, pluriséculaire des juristes et de l'expérience des siècles, se met en place au XVIe siècle. Bon. Et c'est 16e, 17e, 18e, la grande époque de la société civile. Et c'est au sein de cet ordre qu'a pu être possible l'émergence d'une société bourgeoise. Et c'est cette société bourgeoise qui va nous faire sortir de cet ordre ancien, en fait. Moi, je trouve qu'effectivement, l'État a laissé en son sein germer ce qui allait provoquer sa propre décomposition. Il y a là une sorte de dialectique, hein, diraient certains, assez mystérieuse. Donc on peut dater la fin de cet ancien ordre juridique et du nouveau qui se met en place, c'est l'époque des Lumières et ensuite la Révolution française. C'est ça, c'est-à-dire que le libéralisme en fait anti-ordre étatique continental, c'est le 18e. La Révolution française,
c'est une éruption, mais qui ensuite est freinée et contrée par le 19e, qui est un siècle de réaction, de contre-révolution. C'est un siècle de bras de fer, le 19e siècle. Et ça débouche sur la guerre de 14-18, où là, l'ancien ordre international explose, puisque vous avez la révolution russe, et ça aurait pu finir d'un coup en 14-18, mais il a fallu quand même que la situation continue, et c'était pas encore clair, il a fallu que la situation pourrisse pendant tout l'entre-deux-guerres, il a fallu la Seconde Guerre mondiale, mais qui, vous voyez la différence entre le début de la Première Guerre et le début de la Seconde Guerre. Encore qu'au début de la Seconde Guerre, on a encore des déclarations de guerre. Hein. Donc on a encore vraiment de vieux restes de l'ancien système. Mais à la sortie, on a clairement un nouvel ordre, puisque c'est Nuremberg. Voilà. Alors qu'en 14-18, on avait eu un simili-Nuremberg, mais qui n'était pas encore aussi franc. On avait un embryon de définition du crime contre l'humanité. Ça commençait, je crois, dans la définition de ce qu'on reproche à Guillaume II. Il y a quelque chose qui fait démarrer la notion. C'est pour ça. La notion du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'était plus ça, non, après la Première Guerre mondiale, en fait. Qui d'ailleurs a pu être reprise, même par exemple par les nations socialistes, pour contrer justement l'ordre international en disant que l'autodétermination des Allemands est justifiée par ces nouvelles lois internationales, comme le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Effectivement, vous avez raison, c'est Nuremberg qui va acter vraiment le c'est pour ça que des auteurs comme Carl Schmitt et Maurice Bardèche sont très, très importants pour nous aujourd'hui. Parce que nous, on est sous le nouveau système. Et on a peine à imaginer qu'il y a eu un ancien système aujourd'hui. Pour nous, aujourd'hui, le bombardement des populations civiles, l'embargo, le blocus, le terrorisme, mais tout ça, ça nous semble parfaitement... C'est la guerre. C'est la guerre. Maurice Bardèche, c'est encore plus net. Hein. Il n'était pas juriste, mais c'était un littéraire. Et en quelques années, il a réussi en analysant le procès de Nuremberg, il a vraiment sorti une analyse dont aujourd'hui nous avons besoin. Hein. Parce que dans notre position, nous ne pouvons pas comprendre. Hein. Nous avons besoin des auteurs du passé pour nous aider à comprendre ce qui est arrivé. Hein. Et je signale d'ailleurs que le Bardèche vient d'être réédité chez Contre-Culture. Hein. Nuremberg, ça s'appelle. Et à votre avis, y a-t-il une possibilité... En fait, c'est une notion qui finit presque par se retourner aussi. À un moment donné, même ceux qui l'utilisent peuvent ensuite se retrouver à être accusés de ce même chose, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut sortir de ça? Est-ce que c'est même possible? Écoutez, alors moi, j'ai pas la clé. Hein. Mais effectivement, ce dont je prends conscience petit à petit, je ne crois pas être le seul à prendre conscience, c'est que c'est un système. C'est un système extrêmement dangereux. Et un jour, vous êtes dans la résistance et vous accusez... c'est typiquement le cas de la France. Un jour, vous êtes dans la résistance et vous accusez les Allemands de crimes contre l'humanité, c'est Oradour-sur-Glane, etc. Et quelques années après, vous êtes dans la position de déplacer des populations, de les parquer, de faire des déportations en Algérie, de faire des contrôles, de torturer, de fusiller, de condamner, etc. De faire ce que faisait Vichy. Vous êtes dans la position d'être accusé de crimes contre l'humanité. Et en face de vous, vous avez des gens que vous traitez en terroristes et qui sont considérés par la communauté internationale comme des résistants. Et on a d'autres exemples. La Syrie. La Syrie, avant d'être le régime syrien, le parti Baas a été un parti résistant. C'était un parti terroriste. Et aujourd'hui, il est victime du terrorisme. Autre exemple, Israël. Les Israéliens, ils doivent quand même, en grande partie, la constitution de leur État à une activité intensive du terrorisme dans tout le Moyen-Orient et en particulier en Israël. Que ce soit en Palestine, je veux dire, que ce soit le fameux attentat de l'hôtel David, le massacre de Der Yassin. Bon. Et puis, en retournement, ils se retrouvent en position d'être accusés de crimes contre l'humanité. Ce qui est certain, c'est que
La France, par exemple, actuellement, hein, avec les attentats terroristes qui se multiplient, la France prend le mauvais chemin. Le mauvais chemin. Car une chose est certaine, c'est que lorsqu'un État commence à... Si vous voulez, s'il y avait un bras de fer, la meilleure façon pour un État de se défendre, c'est déjà de se défendre d'être agressé de terrorisme. Parce qu'il est facilement pris dans le cycle. Donc, le simple fait, de toute façon, tout ça, on le sait depuis la guerre d'Algérie, ça a été mis clairement. C'est à ce moment-là que c'est théorisé. Ça a été théorisé par des officiers français qui étaient face à ça et qui ont d'ailleurs enseigné leur doctrine à West Point aux États-Unis. Bon. Il y a eu Trinquier, il y a eu Galloula. Bon. Tout ça, c'est connu. On sait d'abord qu'il ne faut surtout pas changer sa législation au moment de l'offensive. Déjà. Première faute des Français actuellement. Hein, on croit bien, dès qu'il y a un attentat, d'ajouter et de faire de la surenchère. Vous savez, les Allemands, pendant la Seconde Guerre mondiale, eux, ce qu'ils faisaient, premier attentat, ils fusillaient 10 otages, deuxième attentat, ils en fusillaient 20, troisième attentat, 30, 40, c'était une grave erreur, ils ont fini par s'en rendre compte, parce que ça ne peut que soulever la population. Les Français sont dans une situation comparable, sauf qu'on ne fusille pas des otages, de façon plus ridicule, on fait des lois. Et on va même jusqu'à modifier la Constitution, hein, ce qui est un acte important, sous le coup de l'activité de 2-3 personnes. Enfin, c'est une défaite. Bon. Trinquier et Galloula sont très clairs. Changer la législation sous le coup de l'offensive, c'est une très mauvaise chose. Autre chose, politiser la répression. Parler de guerre. Mais ça a été dit par De Villepin. Quand Valls dit « c'est la guerre », mais c'est grave. Ça veut dire qu'on reconnaît que la situation n'est pas une situation de police intérieure. C'est ça qu'il faut arriver à maintenir face à des terroristes. C'est-à-dire à ne pas parler de terrorisme. Il faut parler de droit commun. Il y a des crimes, il y a un assassinat, il y a une explosion, il y a une destruction. Vous comprenez? Et là, vous restez dans le cadre de la police. Et vous appliquez la procédure. Si la procédure est trop fragile, eh ben, tant pis pour vous. Vous n'aviez qu'à pas, dans les périodes de calme, vous lancer dans des théories de procédure pénale, de théorie pénale angélique. Est-ce qu'on n'est pas... Là, on touche du doigt le problème principal, c'est la souveraineté, finalement. Est-ce qu'on n'est pas... Il peut y avoir police s'il y a d'une certaine manière État souverain. Du moment qu'on est dans une espèce de système intermédiaire où il y a des restes d'État souverain et en même temps on est déjà dans une sorte d'État européen et puis d'État mondial, presque, on est face... C'est vrai que je vous ai dit, je ne sais pas comment en sortir. Ce que je vous dis, c'est comment un État digne de ce nom devrait réagir, du point de vue du droit et du point de vue de la mise en œuvre de la répression. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a une complicité de nos élites dirigeantes avec le terrorisme. Et il est vrai que ce qui est effrayant, c'est que ce système que je dénonce, crime contre l'humanité, résistance, on appelle à la révolte ici et là, et lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire même parfois par une lutte brutale et bête et politisée, eh bien on va attiser la révolte des populations. On est en train d'avoir un mondialisme qui n'est pas un mondialisme de la paix, mais qui est un mondialisme du chaos. C'est-à-dire si ce système doit se répandre sur toute la planète, ça veut dire que partout, on aura le chaos. Et c'est la fin, effectivement, alors c'est la fin, de toute façon Nuremberg et l'ONU, c'est la fin de la souveraineté. Hein. Une souveraineté digne de ce nom, elle n'est pas... elle a été détruite et elle reste à construire à l'avenir. Peut-être avec un monde multipolaire, mais en tout cas, on n'y est pas. Mais justement, finalement, on parle tout le temps de terrorisme. Le but réel est vraiment là, c'est de terroriser les gens pour finalement nous faire accepter ce passage à chaque étape de l'ordre ancien à l'ordre nouveau, qui est toujours en gestation et qui n'arrive vraiment jamais au bout finalement, et qui n'est qu'une espèce d'enfantement dans la douleur permanente. Alors est-ce que sur cette notion-là, est-ce que c'est l'idée finalement de la société ouverte et de ses ennemis en fait? C'est-à-dire, pour avoir une société ouverte, presque, il faut qu'il y ait une sorte de directive, il faut qu'il y ait une antithèse pour arriver à une synthèse. Parce qu'en fait, les islamistes sont bien pratiques finalement pour les globalistes en fait.
C'est l'ennemi qui est nécessaire. Alors, c'est vrai que il y a une filiation, parce que je repensais à Carl Schmitt et à sa théorie de l'ennemi. Hein. Carl Schmitt disait qu'en fait, on est sur la loi sur Terre, hein, c'est finalement que. Alors, est-ce que c'est pour des raisons anthropologiques ou pour des raisons théologiques mystérieuses? Effectivement, il y a une agressivité, hein, chez l'être humain, hein, et il y a une hostilité, et il y a un phénomène sociologique, hein, de regroupement, de regroupement en amis-ennemis. Et donc, l'humanité est ainsi faite qu'il y a des oppositions politiques, c'est-à-dire on a des groupes qui s'opposent à d'autres groupes. Bon. Et il y a une filiation de Schmitt aux néoconservateurs, en fait, hein, parce que par Léo Strauss, ouais, parce que Léo Strauss a eu des contacts avec Schmitt, donc il a connu Schmitt, hein, sans qu'il ait été officiellement un disciple, il y a quand même quelque chose. Et il a beaucoup travaillé, d'ailleurs, Schmitt avait reconnu la critique de Léo Strauss sur son texte, sur son maître texte, la notion de politique. Il avait dit que l'écrit de Léo Strauss était ce qu'il avait lu de plus intelligent et de plus intéressant. Bon. Alors, il n'est pas impossible qu'effectivement, une puissance qui a des ambitions mondiales, plutôt que de fonder ses perspectives et ses manœuvres sur l'hypothèse d'un monde pacifié, sans hostilité, il n'est pas impossible que ces puissances aient intégré l'idée qu'effectivement il fallait un ennemi, et que si on veut une puissance planétaire, il faut un ennemi planétaire. Bon, en tout cas ça pourrait coïncider, mais comme par hasard, effectivement, l'islam, oui, hein, surgit juste au moment où on abat le rideau de fer. Et puis on oublie un petit peu, finalement il y a un habillage islamique autour de quelque chose qui au départ, notamment en Europe, c'est des gens qui passent du banditisme au terrorisme, au travers de tout un tas de réseaux mafieux, et finalement des gens qui passent du trafic de drogue après à l'assassinat de masse. On habille ça avec quelques sourates, quelque chose comme ça, et finalement on nous vend une espèce de chose qui vise à rester dans le spectaculaire, en fait. On n'est pas dans le réel. Si on allait dans le réel, on verrait que ces gens-là sont autant musulmans que Bush et chrétiens. Ouais, je sais pas, on pourra en discuter de ça, parce que il y a quand même objectivement, si ça peut prendre, c'est qu'il y a aussi un contexte, et ça a été le cas aussi en Syrie, hein. C'est qu'il y a un contexte social, il y a un contexte démographique, il y a un contexte dont en France on n'a pas le droit de parler, mais c'est un contexte qu'on dira ethnique, et peut-être un peu religieux. Enfin, moi je suis frappé quand même de voir que officiellement on veut imposer à toute une population des choses comme le mariage homosexuel, l'égalité parfaite homme-femme, partout. Les mêmes qui nous disent qu'on est en guerre contre et c'est des gens, oui, mais c'est eux qui ont déclenché un peu la guerre contre les sociétés traditionnelles, hein. Et ces sociétés traditionnelles, les représentants de ces sociétés traditionnelles, ils les ont volontairement fait venir en France. Je pense que pour comprendre un peu notre situation actuelle en France, en tout cas, il ne faut pas couper avec l'histoire et remonter à la guerre d'Algérie, hein. Il faut tenir compte de la guerre d'Algérie et de la colonisation. Ça, c'est indispensable, hein. Alors justement, vous avez abordé une notion importante, c'est que finalement, est-ce que l'inimitié entre les hommes existera toujours? Donc il y aura toujours des gens qui seront vus comme des résistants d'un côté et comme des terroristes de l'autre. Non, alors c'est dans le cadre d'une vision politique des choses, c'est dans le cadre d'une vision qui ne conçoit les choses du conflit qu'en termes d'opposition entre les gouvernants et les gouvernés, ou entre les États et la population. Mais autrefois, on avait un autre mode de raisonnement, c'était, oui, il faut faire avec l'hostilité, oui, il faut faire avec l'opposition entre des groupes humains, mais il y avait un phénomène de répartition territoriale et de paix intérieure.
C'est-à-dire que les ennemis qui s'affrontent maintiennent à l'intérieur de leurs propres frontières, respectivement, la paix. Et dans la manière dont ils conduisent leurs hostilités, les uns envers les autres, ils respectent certaines règles. Parmi la première des règles, c'est de ne pas s'attaquer aux populations civiles et de ne pas mêler les populations civiles à la guerre. Mais c'est Schmitt qui a observé que ce genre de configuration classique, qui correspond en fait à l'Europe de la société des États monarchiques, et cette société, cet ordre, est difficile à maintenir dans une situation démocratique. Et parce que le peuple est censé être représenté directement, hein, et il faut ajouter une chose d'autant plus difficile à maintenir dans le contexte de sociétés démocratiques libérales, qui ont pour instrument principal le Parlement, disons le parlementarisme, c'est-à-dire ce que lui critiquait, et qu'on peut toujours critiquer, le pluralisme politique. C'est-à-dire que le système est pervers parce qu'il finance, il génère, il promeut, il défend le pluralisme politique. C'est-à-dire qu'on veut des opposants. On veut des opposants. Et quand on en a, au bout d'un moment, eh ben ça devient un moteur de guerre civile qu'on a établi volontairement. Hein. C'est assez net même avec la Syrie, encore une fois. Puisque en plein trouble, en pleine guerre que on déclenche de l'étranger, on vient reprocher à un État de ne pas être suffisamment pluraliste, de ne pas faire la part à l'opposition, etc. Enfin, là, il y a de ce côté-là, il y a quelque chose à remettre en question, du point de vue de la philosophie politique. Mais c'est un terrain qui est bien gardé, puisque quand on lit la Constitution française, c'est une constitution... le système libéral parlementaire est un système d'une agressivité dont on n'a pas idée. Hein. Au départ, c'est les anglo-saxons, finalement. Enfin, c'est le libéralisme anglo-saxon qui s'est étendu à tous les autres systèmes et qui a vaincu progressivement. Il y a eu des guerres, finalement. La guerre contre la France à l'époque de Napoléon, l'enjeu, il était là aussi. Ensuite, contre l'Allemagne, et maintenant, contre la Russie, en fait. Contre les puissances vraiment thalassocratiques et continentales. Et, Joseph de Maistre parlait d'une protestantisation universelle, presque. Vous avez parlé tout à l'heure de guerre civile. Est-ce que vous connaissez Éric Werner, qui a écrit un livre qui s'appelle L'avant-guerre civile? Et dans ce livre, sa théorie, c'est que finalement, justement, un État libéral qui se veut universel et démocratique, d'une certaine manière, ne peut plus utiliser lui-même directement la force policière contre ses propres citoyens. Donc il va utiliser un tiers, qui peut être justement, par exemple, les voyous d'origine immigrée ou en France ou d'autres choses dans d'autres pays, pour finalement faire que la population s'agglomère contre l'État, de peur de cet ennemi. En fait, c'est faire rentrer le loup dans la bergerie pour que finalement les moutons se serrent contre le berger, même si le berger n'a pas du tout l'intention. Le berger qui est l'État. Voilà, le berger qui est l'État, mais qui ne peut plus justement exercer directement de pouvoir policier de la même manière, parce qu'il se refuse à être souverain, vu qu'il est dirigé par des gens qui sont globalistes. En fait. C'est-à-dire pour justifier sa souveraineté, voilà. Pour justifier l'exercice de la police, voilà, hein, ou son existence. Oui, la police et son existence, il a besoin de payer des impôts, le fait de continuer à ce qu'un État existe, il lui faut un tiers en fait, un ennemi qui pousse les gens à avoir peur en fait. Et finalement cette séquence, dans les années 70, c'était le terrorisme d'extrême gauche, après on a pu avoir le terrorisme nazi en Italie, ou enfin fasciste, ensuite maintenant le terrorisme islamique, et à chaque fois, en plus avec une capacité à recycler les mécontents de ce propre système, comme des ennemis qui vont servir en fait... Bon, je connais pas cette... Je l'apprends quand vous me l'exposez, donc ça demande réflexion, oui, en effet. Ouais.